Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Je vous adresse en mon nom propre ainsi qu'au nom du réalisateur de cette émission et de l'ensemble de l'équipe de production nos vœux les plus sincères pour le mois de Ramadan. Nous aborderons cette semaine les axes suivants: la stratégie du Maroc contre le terrorisme, Donald Trump et la lutte contre le terrorisme au Sahel, guerre en Ukraine, la Russie réitère ses conditions pour une trêve. Les tensions géopolitiques redéfinissent aujourd'hui le paysage politique mondial, rendant la sécurité internationale plus que jamais une priorité nécessitant une analyse rigoureuse et approfondie. Tout d'abord, le Maroc s'affirme comme un acteur clé dans la lutte mondiale contre le terrorisme. Grâce à sa position stratégique, à une politique sécuritaire proactive et à une coopération internationale soutenue, le Royaume joue un rôle de premier plan dans la lutte contre cette menace. Son engagement dépasse la seule protection de son territoire et s'étend à l'échelle régionale et internationale. L'intensification des activités terroristes au Sahel et en Afrique subsaharienne représente désormais un défi global. Cette situation nous amène à interroger les orientations de l'administration américaine, en particulier sa stratégie face à l'escalade des risques dans cette région hautement sensible. En effet, le Sahel est devenu un terreau propice à la prolifération des groupes terroristes, et la réponse des États-Unis à cette menace aura des répercussions majeures sur la sécurité régionale et les alliances internationales. Enfin, notre attention se porte sur l'Europe de l'Est, où la guerre russo-ukrainienne, toujours en cours, continue de dominer l'actualité. Entre tensions persistantes et signaux diplomatiques émergents, les perspectives d'une paix durable reposent sur la réconciliation des priorités géopolitiques et le traitement des causes profondes de ce conflit, qui entre désormais dans sa troisième année. Nous essaierons aujourd'hui de mettre en lumière les multiples dimensions de la sécurité internationale, les stratégies qui y sont associées, ainsi que les perspectives de paix dans les zones de conflit. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à cette émission et aux thématiques que nous abordons. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir trois invités de marque. Le premier, Clark Cooper, est chercheur non résident à l'Initiative pour la sécurité au Moyen-Orient de l'Atlantic Council. Il est également directeur général de Ward Hill House Foundation. Il a récemment occupé le poste de secrétaire d'État adjoint aux affaires politico-militaires. Nous recevons également Peter Roth, chroniqueur au magazine Newsweek, dont les analyses ont été publiées dans plusieurs grands journaux américains, parmi lesquels The Washington Times, The New York Daily News, The Washington Examiner, The New York Post et The Hill. Enfin, comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de notre chroniqueur Chris Lapetina, directeur de Focus Consulting, stratège politique. Il travaille en étroite collaboration avec le Parti démocrate. Alors avant d'entamer notre discussion, nous allons commencer par le compte-rendu de notre correspondant Jian Mansour. Nous vous écoutons, Jian. Chaque chute d'un terroriste entraîne l'ascension d'un autre. Et chaque fois que le Maroc parvient à démanteler une cellule terroriste, une autre se prépare à menacer la sécurité et la stabilité du royaume. Face à ces défis constants, les services de sécurité marocains ne cessent d'élaborer des stratégies préventives, anticipant les pires scénarios et ajustant leurs actions en conséquence. Toutefois, leur efficacité ne repose pas uniquement sur leur réactivité, mais également sur une capacité d'analyse fine et une lecture approfondie de toutes les dimensions du phénomène terroriste.
Contrairement au régime militaire du voisin oriental, le Maroc s'appuie sur une approche fondée sur la connaissance, la planification stratégique et une combinaison d'actions de sensibilisation et de mobilisation populaire pour rejeter la violence et l'extrémisme. Aujourd'hui, face au vide sécuritaire qui prévaut au Sahel et en Afrique subsaharienne, notamment avec la politique de financement et d'armement des mouvements séparatistes, dont le Polisario, des voix avisées se sont élevées à Washington. Celles-ci alertent sur les conséquences d'une sous-estimation des risques auxquels le Maroc est confronté, mettant en avant l'enjeu crucial de la sécurité et de la paix internationale. Par ailleurs, de nombreux observateurs soulignent les liens préoccupants entre le Polisario et les organisations terroristes, ainsi que le rôle du commerce illicite, des armes et du trafic d'êtres humains, qui génère d'immenses profits pour certains acteurs, en l'absence totale de coordination et de coopération de l'Algérie avec ses voisins. Cette défaillance entrave les efforts des services de sécurité marocains dans la lutte contre ces menaces. Si les tentatives terroristes répétées peuvent sembler éloignées de certaines nations, elles n'en demeurent pas moins une préoccupation majeure pour la communauté internationale. Le fait que ces menaces aient été contenues dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis, souligne leur impact profond sur les intérêts du peuple américain. Dans ce contexte, le royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi s'impose comme un pilier de sécurité et de stabilité, dépassant les frontières régionales et incarnant une vision où la protection des nations transcende les différences de race, de langue et de religion. Jehan Mansour, devant la Maison-Blanche, Médian TV, Washington. Merci Jehan. Alors échangeons à présent avec notre chroniqueur Chris Lapetina. Chris, quelle analyse faites-vous de la stratégie marocaine de lutte contre le terrorisme? Les services de sécurité du Royaume déjouent régulièrement des tentatives terroristes et démantèlent des cellules affiliées à Daesh. Plus récemment, ils ont découvert une cache d'armes à la frontière maroco-algérienne. Alors, quels sont, selon vous, les principaux facteurs qui contribuent au succès de ces opérations préventives, ainsi qu'aux efforts de renseignement et d'investigation approfondis qui les accompagnent? Abordons tout d'abord cette première question. Nous constatons que cette menace a été neutralisée grâce à une opération d'une redoutable efficacité menée par la Direction générale de la surveillance du territoire. Bien que cet événement puisse sembler éloigné, il contribue directement au renforcement de notre propre sécurité ici, aux États-Unis. Toutefois, alors que l'administration américaine, sous la présidence de Donald Trump, réévalue ses relations, ses engagements financiers et sa coopération avec ses partenaires internationaux, il est essentiel de considérer l'investissement stratégique que représente le soutien aux services de sécurité marocains. L'un des éléments clés de cette collaboration réside dans le dialogue stratégique constant que nous entretenons avec le Maroc à travers divers canaux de communication et de coopération. Cet incident illustre à bien des égards le succès de cette approche concertée. Absolument. Prenons l'avis de Clark Cooper. Alors, en quoi l'approche marocaine en matière de lutte contre l'extrémisme et l'idéologie radicale se distingue-t-elle des autres stratégies adoptées à l'international? Dès le début, le Royaume du Maroc s'est distingué par son approche proactive en matière de lutte contre l'extrémisme et les idéologies radicales, bien avant l'émergence de Daesh en 2014 et 2015. Contrairement à de nombreux pays, sa stratégie ne s'est pas limitée aux actions des ministères de l'Intérieur et de la Défense. Le Royaume du Maroc a adopté une approche globale intégrant des efforts de prévention et de déradicalisation tout en menant une coopération étroite avec les États-Unis et les acteurs régionaux du Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Ce qui singularise le Maroc, c'est sa capacité à instaurer un cadre de collaboration élargi, impliquant l'ensemble des parties prenantes et des communautés concernées. Son rôle de leader régional lui a permis d'anticiper les défis émergents et de mettre en place des initiatives intégrées dépassant le simple partage d'informations. Au-delà des frontières, le Royaume a su tisser des liens communautaires solides. Cette approche lui a permis d'atténuer les effets des crises sécuritaires qui ont frappé d'autres régions du monde.
Peter Roth, quels sont les principaux facteurs ayant favorisé la recrudescence des menaces liées à l'extrémisme et au terrorisme au Sahel et dans la région saharienne, notamment après la chute des bastions terroristes au Moyen-Orient et le déclin de leur activité dans cette zone? Je souhaite tout d'abord aux téléspectateurs un ramadan sain et serein. Sur le plan géographique, la propagation du terrorisme suit une dynamique préoccupante. Plus l'on s'éloigne de la région du Golfe, plus le risque de dissémination s'accentue. En effet, si les efforts de lutte contre le terrorisme sont particulièrement concentrés dans les pays arabes modérés, et soutenue par les États-Unis ainsi que l'OTAN, cette mobilisation reste moins marquée sur le continent africain. Par ailleurs, la désintégration de la Libye et la gestion approximative de l'administration Biden concernant le Niger, pourtant un acteur clé dans la lutte contre l'extrémisme, ont contribué à fragiliser encore davantage la région. Ainsi, l'ensemble de l'Afrique subsaharienne se retrouve exposé à l'influence croissante des groupes extrémistes, dont la présence n'est plus circonscrite à des foyers urbains précis, mais disséminée à travers un vaste territoire, profitant de frontières poreuses et d'un contrôle limité. Ces groupes circulent aisément, facilitant le trafic d'armes et le déplacement des combattants. Dans ce contexte, un pays modéré comme le Royaume du Maroc fait face à une double réalité. D'une part, une menace sécuritaire accrue. D'autre part, une occasion stratégique de renforcer son engagement aux côtés de la communauté internationale dans la lutte contre l'extrémisme, en contribuant activement à la préservation de l'ordre et de la stabilité mondiaux. Alors, j'aimerais revenir sur une partie des propos de Peter en mettant particulièrement l'accent sur la situation en Libye. Chris, l'instabilité persistante dans ce pays, combinée à la présence du Polisario soutenu par l'Algérie, constitue un facteur clé dans la dynamique régionale. Alors, dans quelle mesure ces éléments ainsi que d'autres facteurs favorisent-ils la propagation du terrorisme dans cette bande sahélienne? Well, I think what we see now is a triangle of instability. So Libya has the weapons left over from the war. Nous observons actuellement l'émergence d'un véritable triangle d'instabilité. La Libye en raison des armes encore en circulation depuis la guerre et de la présence de réseaux de trafiquants constitue un foyer de prolifération. Les groupes terroristes cherchent à s'en procurer, mais la question essentielle demeure: d'où proviennent les financements nécessaires à ces acquisitions? Il est fort probable que ces ressources soient obtenues en Algérie, ce qui alimente davantage ces dynamiques dangereuses. Face à cette situation, des pays comme le Maroc, qui aspirent à la paix et à la stabilité, se retrouvent exposés à des menaces croissantes. Il est donc impératif que la nouvelle administration adopte une approche plus ferme et résolue que par le passé. Aujourd'hui, Clark, l'absence de coordination sécuritaire, diplomatique et politique entre le Maroc et l'Algérie constitue un obstacle majeur à la lutte contre le terrorisme. Cette situation entrave l'efficacité des efforts déployés pour endiguer la menace et renforce les défis sécuritaires auxquels la région est confrontée. Well, look, Algeria's been a victim of terrorism itself. All I have to do is look back around 2013. Écoutez, l'Algérie elle-même a été confrontée au fléau du terrorisme par le passé. Rappelons les attentats de 2013 qui ont illustré la menace persistante pesant sur la région. Le terrorisme constitue un danger régional qui exige une coopération accrue entre les États voisins. Nous avons évoqué aujourd'hui la situation en Libye, dont la frontière commune avec l'Algérie représente un défi sécuritaire majeur. De son côté, le Maroc s'est imposé comme un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et au Maghreb. Toutefois, ces efforts gagneraient en efficacité grâce à une coopération avec l'Algérie en matière de partage de renseignements. Or, de sérieuses lacunes persistent du côté algérien, notamment en ce qui concerne la coordination frontalière, ce qui fragilise l'ensemble de la région. Ayant eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises dans ces zones, notamment au cœur du Sahara, j'ai pu constater combien ces vastes espaces facilitent l'infiltration des groupes terroristes. Il est donc impératif que l'Algérie assume pleinement son rôle d'acteur sécuritaire responsable. La frustration exprimée par Rabat face à cette situation est compréhensible.
Le Maroc peut immédiatement agir en intensifiant ses efforts pour lutter contre la contrebande, un vecteur majeur du financement terroriste. Cependant, la responsabilité d'un tel rapprochement repose entièrement sur l'Algérie, qui doit prendre conscience des enjeux et de l'urgence d'une coordination sécuritaire régionale. Oui, tout à fait. Comme nous avons pu le constater, la nature et l'ampleur des armes découvertes il y a quelques semaines sont révélatrices. Des kalachnikovs, des armes explosives légères, des munitions certes en quantité limitée, mais suffisamment significatives pour attirer l'attention sur la menace persistante. Alors à ce propos, un article d'opinion publié dans le magazine Newslook par notre collègue Bill Michael met en lumière cette problématique intitulée « Lutte contre le terrorisme, comment la stratégie du Maroc améliore la sécurité de l'Afrique ». Il offre une analyse approfondie des efforts déployés par le Royaume. Dans un éditorial publié dans le magazine Newslook, le docteur Bill Michael s'est d'abord penché sur la stratégie multidimensionnelle du Maroc dans la lutte contre le terrorisme. L'approche marocaine ne se limite pas aux seules tactiques militaires et de renseignement, mais s'articule autour d'une stratégie équilibrée qui combine renseignement, intervention tactique, coopération internationale et promotion des valeurs islamiques traditionnelles. Concernant les impacts stratégiques et régionaux de cette approche, l'auteur souligne que le succès du Maroc dans la lutte contre le terrorisme a des répercussions considérables en faisant de ce modèle une référence notamment en Afrique et dans le Sahel, en ciblant les dirigeants de Daesh et en perturbant les réseaux de contrebande. Le Maroc contribue à affaiblir les réseaux terroristes au-delà de ses frontières, tout en soutenant ses voisins comme le Mali dans leurs efforts de sécurisation. Le Royaume entretient également des relations solides avec les pays occidentaux, en particulier les États-Unis et l'Union européenne, grâce à l'échange de renseignements, à des exercices militaires conjoints et à sa participation active aux initiatives régionales en matière de sécurité. L'auteur a également mis en avant le concept de modération que le Maroc défend à travers son interprétation de l'islam modéré et tolérant. Le Royaume combat les discours extrémistes et place l'éducation au cœur de sa stratégie, comme en témoigne l'Institut Mohammed VI de formation des imams, qui joue un rôle fondamental dans la prévention de l'extrémisme. Le docteur Bill Michael conclut son éditorial en affirmant, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc continue de défendre la stabilité régionale et de promouvoir la paix internationale. La stratégie du Maroc, fondée sur un renseignement stratégique de qualité, une précision tactique et une coopération internationale solide, constitue un modèle pour le monde entier, montrant comment les États peuvent efficacement combiner hard power et soft power dans la lutte contre le terrorisme. Face aux menaces mondiales persistantes, l'approche du Maroc demeure un modèle pour les nations soucieuses d'assurer la sécurité et la stabilité, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Un article remarquable de Bill Michael dans le magazine Newslook que je vous encourage vivement à suivre. Alors, Peter Roth, pensez-vous que l'administration Trump a l'intention de poursuivre la lutte contre le terrorisme en Afrique à la lumière de ses politiques de réduction des dépenses publiques, y compris au sein du Pentagone? Quelles pourraient être les conséquences pour les régions du Sahel et de l'Afrique subsaharienne, notamment celles proches de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée? Et quelles perspectives entrevoyez-vous pour l'avenir dans ce contexte? Tout d'abord, il n'existe aucun secteur au sein du gouvernement américain où la réduction des dépenses est absente, y compris pour le département de la Défense. Cependant, des restrictions peuvent être appliquées de manière judicieuse ou non. J'espère que les déclarations de l'administration concernant l'expiation ainsi que les articles du secrétaire de la Défense et du général Dan Rice seront respectés. Si sa nomination au poste de chef d'état-major interarmé est confirmée, ces recommandations soulignent la nécessité de transition vers un mécanisme de combat plus intelligent, restreint et efficace.
Nous n'avons plus à nous préparer à une guerre mondiale entre puissances. L'Union soviétique n'existe plus et il devient crucial de se préparer à des conflits aigus simultanés dans différentes régions du monde. Concernant les menaces terroristes soutenues par certains États comme celles émanant de l'organisation telles que le Hamas, le Hezbollah ou les Houthis au Yémen, et ne semblent pas constituer une priorité pour l'administration Trump, étant donné qu'elles ne correspondent pas aux intérêts immédiats de sécurité nationale des États-Unis dans la région du Sahel, sauf dans un cadre diplomatique. Bien que les États-Unis soient engagés dans une guerre contre le terrorisme, l'enjeu principal de la politique étrangère de Donald Trump reste l'Iran. Il considère ce pays comme le principal ennemi des États-Unis, un acteur prêt à semer le chaos sur la scène internationale. En utilisant ses recettes pétrolières et les fonds obtenus de l'administration Biden pour financer ses universités extrémistes à travers le monde, pas seulement au Moyen-Orient ou en Afrique subsaharienne. Sa stratégie consiste donc à contenir et assiéger l'Iran. S'il réussit, cela pourrait résoudre les problématiques en Algérie, en Libye, à Gaza, au Liban et même aux Philippines. Assiéger l'Iran implique de couper le financement des institutions terroristes mondiales. Clark Cooper, revenons au Maroc. Vous avez évoqué votre visite dans ce pays en tant que secrétaire d'État adjoint. Lors de cette mission, il me semble que des questions spécifiques devaient être prises en compte, notamment la présence dans la région d'Abou el-Walid al-Sahraoui, membre du Front Polisario et ancien chef de Daesh au Grand Sahara. Alors, quelle est votre évaluation des risques qui pèsent sur le Maroc en tant qu'allié et ami de longue date des États-Unis? Peter a mentionné que cette question n'était pas une priorité pour l'administration Trump, l'attention restant focalisée sur l'Iran. Néanmoins, il est clair que les États-Unis poursuivront leurs opérations militaires, notamment avec l'exercice African Lion, qui se déroule dans la région chaque année, et l'AFRICOM pourrait potentiellement être transformé dans un autre pays du nord-ouest de l'Afrique. Quelle est votre analyse à ce sujet? Well, let's go back to Iran. So, most of my time in the Sahel actually was my time with Joint Special Operations Command on the ground, not so much as a... Revenons à la question de l'Iran. Comme vous le savez, j'ai passé la majeure partie de mon temps au Sahel au sein du commandement des opérations spéciales et je peux vous assurer que les défis qui existaient il y a 10 ans, voire plus, persistent encore aujourd'hui. Ce qui a changé pour le Maroc, c'est qu'il a renforcé ses capacités, non seulement grâce à ses relations bilatérales avec les États-Unis, mais aussi par les efforts déployés pour améliorer son efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Son rôle de leader régional s'est consolidé, notamment avec la signature des accords d'Abraham, un progrès majeur tant dans la lutte contre le terrorisme que dans la coopération en matière de sécurité et d'échange d'informations. Cependant, l'Iran continue de poser un problème majeur en raison de son soutien actif au terrorisme. Je me souviens qu'un collègue à Rabat m'a dit que toutes ces organisations sont similaires et que, étant donné leur nature transrégionale, il existe des intérêts sécuritaires communs. Ces menaces ne reconnaissent pas les frontières géographiques, représentant ainsi un risque pour les États-Unis et leurs alliés. Transregional threats actually are a risk to our interests in the United States as well as to partner and ally interests. Chris Lapetina, à la lumière des propos de Clark et en tenant compte de l'initiative atlantique du roi Mohammed VI, il est évident que son succès dépend largement de l'absence de menaces terroristes au Sahel et dans la région subsaharienne. Dans ce contexte, et au regard des préoccupations de l'administration américaine, comment envisagez-vous l'évolution de la région dans un an ou deux? Ne pensez-vous pas qu'il serait imprudent de négliger ce domaine et de ne pas lui accorder une attention plus soutenue?
Je ne pense pas qu'il existe une meilleure utilisation des fonds américains que de soutenir des pays comme le Maroc, devenu un modèle de stabilité et un allié clé dans la lutte contre le terrorisme. Le Maroc contribue non seulement à l'économie américaine, mais il investit également dans la sécurité de sa propre population. J'espère donc, comme l'a souligné Peter, que même si Trump concentre une grande partie de son attention sur l'Iran, il réalisera que les tentacules du terrorisme s'étendent bien au-delà de cette région. Il serait plus rentable pour nos partenaires de lutter contre le terrorisme sur le terrain, dans leur propre contexte, plutôt que pour les États-Unis d'intervenir une fois les menaces concrètes. J'espère que cette approche sera celle que l'administration Trump adoptera finalement. Alors pour conclure cette première partie, nous allons vous inviter à visionner ce reportage qui met en lumière l'approche religieuse du Maroc et son rôle essentiel dans la lutte contre l'extrémisme. La modération religieuse n'a jamais été un phénomène récent ou inédit au Maroc. Depuis longtemps, le royaume a adopté une politique de modération religieuse comme stratégie pour contrer l'extrémisme et endiguer toutes les idéologies violentes. Cette approche se fonde sur une stratégie globale combinant la réforme religieuse, un encadrement institutionnel rigoureux et une coopération sécuritaire renforcée. Le Maroc repose sur un modèle religieux modéré incarné par Imarat al-Mu'minin qui valorise un islam modéré basé sur le rite malékite et le dogme acharite. Ce modèle offre une protection efficace contre les idéologies extrémistes en diffusant et en enracinant des valeurs de paix, d'amour et de tolérance au sein de la société. Sur le plan institutionnel, le Maroc a mis en place l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams mourchidines et mourchidat. Cet institut forme des leaders religieux tant au Maroc qu'à l'international, dans le but de promouvoir les valeurs d'un islam modéré. Par ailleurs, le domaine religieux a été réformé par le Conseil supérieur des oulémas et les conseils scientifiques locaux qui régulent la fatwa et l'orientation religieuse tant au niveau régional qu'international. Le Maroc est ainsi devenu un modèle dans la lutte contre l'extrémisme religieux en collaborant avec les pays d'Afrique et d'Europe à travers des programmes de formation et des initiatives visant à renforcer la stabilité et combattre l'intolérance. Grâce à cette approche intégrée et à son système monarchique ancien, le Maroc a su établir un équilibre entre sécurité et stabilité religieuse, faisant ainsi du royaume un leader régional et international dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux, tant sur le plan idéologique que sur le terrain. Un sujet captivant. Alors accordons-nous une courte pause avant de poursuivre notre discussion. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Des signes laissent entrevoir la possibilité d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, mais un accord durable nécessite une approche des défis géopolitiques et des causes profondes de cette crise. L'administration Trump semble n'avoir qu'une seule vision, mettre un terme au soutien inconditionnel à l'Ukraine, une position qui, selon certains, est davantage bénéfique à la Russie en lui permettant d'intensifier son agression. En ce qui concerne la paix, certains perçoivent toute tentative de compromis comme une capitulation devant la Russie, voire un signe de faiblesse offrant à Vladimir Poutine une porte ouverte pour poursuivre son expansion en Europe. Alors qu'attendent précisément l'administration Trump des deux parties en conflit? Comment parvient-elle à concilier la sécurité européenne avec ses propres intérêts stratégiques? Et la position de l'administration Trump peut-elle être perçue comme un échec en matière de sécurité nationale américaine? Pour aborder toutes ces questions, je me tourne vers notre chroniqueur, Chris Lapettina. Chris, quelle est votre analyse de la politique commerciale de Trump et quelles en sont, selon vous, les limites pour instaurer une paix durable ou du moins parvenir à un accord avec des concessions réciproques des deux parties?
You know, Mark, when we do this show, we have people from the Democratic side and the Republican side, but ultimately, Comme vous le savez, Marc, au cours de cette émission, nous recevons des représentants du Parti démocrate et du Parti républicain. Cependant, notre objectif commun reste de soutenir la réussite de chaque président, car cela se traduit par le succès de notre nation. Dans le contexte actuel, je pense que tous les Américains, d'une manière ou d'une autre, espèrent un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie pour mettre fin à cette guerre qui semble interminable. Ainsi, en supposant que le pays soutienne les efforts de paix du président, j'ai bon espoir qu'il parvienne à une paix durable. Juste pour l'Ukraine, mais également suffisamment acceptable pour la Russie, afin d'éviter toute nouvelle agression à l'avenir. Merci beaucoup, Chris. Passons maintenant à Clark Cooper. Pour aborder les négociations, il convient de souligner que le président Trump a abandonné l'idée d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ce qui apparaît comme un signe positif pour Poutine plutôt que pour Zelensky. Selon vous, quels sont les risques associés à cette démarche? Quels bénéfices pourrait-il tirer d'une politique de concession vers la Russie? Well, one thing to remember, and the president already knows this, Vladimir Putin's not an honest broker. Il est important de rappeler une vérité essentielle que le président connaît déjà. Vladimir Poutine n'est pas un intermédiaire digne de confiance. Cela est bien établi et nous devons analyser la situation avec cette réalité en tête. Moscou n'a pas la réputation de respecter ses engagements. C'est pourquoi nous devons agir avec une vigilance extrême. Lors des premières négociations entre le président Trump et Poutine, Trump disposait d'outils de pression et ces derniers restent toujours à notre disposition. Les sanctions demeurent un levier, tout comme d'autres instruments moins médiatisés tels que la confiscation des avoirs et des biens appartenant à des acteurs malveillants. Ce type d'outil est utilisé par le département de la Sécurité nationale et le FBI, dirigé actuellement par Kash Patel, qui en a une parfaite maîtrise. Il existe donc des sanctions et des mécanismes de saisie parmi d'autres leviers, et le président en est pleinement conscient. L'enjeu principal est de ne pas affaiblir nos moyens de pression alors que nous nous préparons à des discussions avec Poutine. Leverage isn't given, that we don't allow leverage, that we don't lose leverage in these discussions. Merci beaucoup, Peter Hoff. Que devraient faire les États-Unis pour aligner leurs intérêts avec la sécurité et la stabilité de notre allié européen, ainsi que des membres de l'OTAN? Nous nous retrouvons dans une situation similaire à celle du premier mandat de Donald Trump, où la question de l'abandon de l'OTAN avait été soulevée. Quelle est votre analyse de cette situation? Put less emphasis on NATO and our European allies. How does this all play out? Do we really want to commit? Is there the wherewithal to commit US boots on the ground? Envisageons-nous sérieusement de déployer des troupes américaines sur le terrain pour contraindre les Russes à se retirer d'Ukraine? À mon avis, la réponse est non. Je pense que la faiblesse générale de l'administration Biden a encouragé Poutine à chercher à contrôler une grande portion du territoire ukrainien. Cela a également poussé Trump à critiquer directement les pays de l'OTAN et à exiger qu'ils augmentent leur contribution au budget de l'Alliance. Il est essentiel de comprendre que l'OTAN n'est pas aussi cruciale pour les États-Unis qu'elle ne l'est pour l'Europe. Par conséquent, l'Alliance devrait revêtir une importance équivalente, voire supérieure pour l'Europe. Elle a été fondée pour contrer la Russie après la Seconde Guerre mondiale et pour assurer la sécurité de l'Europe occidentale. Aujourd'hui, avec l'inclusion des pays d'Europe de l'Est, l'alliance avec les États-Unis et le Canada devrait être une priorité pour l'Europe. Elle doit le prouver, comme l'a souligné Trump. Ce dernier leur demande d'augmenter leur contribution au lieu de laisser aux États-Unis le soin de supporter l'essentiel du fardeau pour soutenir les gouvernements de gauche en Europe. Ce message doit être clair. Et je crois qu'il est mieux reçu par les pays d'Europe de l'Est, qui ont vécu plus de 40 ans sous l'influence de Moscou, que par l'Europe occidentale, où nous avons eu la chance de préserver notre liberté.
Clark Cooper, développons ce point. Comment l'administration Trump aborde-t-elle la question du soutien à l'Ukraine, notamment face à la gestion des ressources et des priorités nationales? Quels sont les avantages stratégiques du soutien apporté par les États-Unis à l'Ukraine et comment cela influencera-t-il l'approche politique et diplomatique du président Trump à l'avenir? Well, there's still shared reciprocities and interest when it comes to security cooperation. That's going to remain. Peter Roth, des intérêts mutuels en matière de coopération sécuritaire subsistent, un élément qui perdurera, permettant à chaque partie de se renforcer mutuellement et d'améliorer l'efficacité de sa défense. Toutefois, ce qui n'a pas été évoqué, c'est l'intérêt stratégique lié à la capacité d'utiliser 3 types d'armements nucléaires, terrestres, maritimes et aériens. Ce principe reste pertinent à long terme. This is in the technology innovation space. So when you've got like-minded states working with each other, the mineral conversation goes into a good example. Cependant, au-delà de l'OTAN, en ce qui concerne l'Ukraine, les pays européens, d'autres nations membres de l'Alliance, partagent des intérêts technologiques et des inventions communes. Par exemple, les minéraux et plus particulièrement les semi-conducteurs sont devenus un enjeu majeur, étant désormais omniprésents dans tous nos secteurs d'activité. Lorsque des pays partageant les mêmes valeurs collaborent, cela ouvre la voie à des partenariats stratégiques fructueux. Cela nécessite toutefois des engagements solides en matière de défense. Des pays comme la Pologne ont pris conscience de l'urgence de renforcer leur défense nationale, ce qui les a amenés à augmenter leur contribution à l'OTAN de 2% à 5% du PIB. Bien que leur produit intérieur brut soit déjà élevé, il subsiste un potentiel de croissance en matière d'innovation technologique et de développement de composants jusque-là inaccessibles aux membres traditionnels de l'Alliance. Peter Roth, examinons la relation entre les États-Unis et la Russie, en particulier avec Vladimir Poutine, au cours des 20 dernières années. Nous avons tous trois travaillé sous l'administration Bush lorsque ce dernier, après avoir rencontré Poutine, affirma avoir regardé dans ses yeux et perçu son âme. Il semblait alors qu'une relation positive existait entre les deux nations, bien que cet accord n'ait pas perduré. Ensuite est venue l'administration Obama avec sa secrétaire d'État, Hillary Clinton, qui a orchestré une tentative de rétablissement des relations avec Moscou. Cela a conduit à l'arrivée de Donald Trump, qui a exprimé à son tour son désir de rétablir les liens avec la Russie. Alors, la question qui se pose maintenant est de savoir si les critiques auxquelles il fait face nuisent à la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale. Well, it's an odd duck. Il s'agit d'une situation marquée par une personnalité exceptionnelle. Il est désormais courant que la gauche critique Poutine, alors qu'elle vénérait autrefois l'Union soviétique. Ce phénomène est souvent utilisé comme un instrument politique pour attaquer Trump. Cependant, ce dernier demeure un maître dans l'art de la négociation, véritable chef d'orchestre des discussions internationales. En tant que commandant en chef des forces armées américaines, il est également un expert reconnu pour sa capacité à négocier sur un pied d'égalité avec les dirigeants les plus puissants du monde. Il convient de rappeler que Trump a négocié avec les chefs syndicaux de New York et les responsables des syndicats des ouvriers du ciment Atlantic City, des personnalités réputées pour leur fermeté. Comparé à eux, négocier avec Poutine pourrait sembler relativement simple. C'est ainsi que Trump perçoit la situation et en partie cela pourrait être vrai. Habitué à traiter avec des adversaires déterminés, Trump en ressort toujours en ayant obtenu davantage que ce qu'il a concédé. C'est là son objectif fondamental dans toute négociation. Quant à l'opinion internationale, je ne pense pas que cela préoccupe Trump. Il privilégie le respect envers l'Amérique plutôt que d'être aimé ou même admiré, comme cela fut le cas sous la présidence de son prédécesseur, Joe Biden.
Bien, écoutons maintenant ce compte-rendu de notre correspondante Shourouk Diab. Bienvenue, Shourouk. Marc, bien que la guerre russo-ukrainienne ait causé des destructions considérables et affecté la vie de millions de personnes, certains en tirent parti, tant directement qu'indirectement, notamment grâce à l'augmentation des exportations de gaz vers l'Europe pour compenser la perte des approvisionnements russes. Les compagnies gazières américaines sont les principales bénéficiaires de l'effondrement des relations entre l'Europe et la Russie, notamment parce que 40 à 50% des besoins en gaz de l'Europe proviennent désormais du gaz naturel liquéfié importé des États-Unis. Selon un article du New York Times, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'administration du président Joe Biden a envoyé plus de 75 milliards de dollars en aide, en espèces et en matériel pour soutenir Kiev. Cela inclut plus de 44 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, soit plus que les 4 plus grands contributeurs réunis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Norvège et le Danemark, selon l'Institut d'économie mondiale de Kiev. Cependant, la question se pose, ce soutien est-il véritablement une aide ou un investissement pour les États-Unis? De nombreux observateurs estiment que l'aide à l'Ukraine a également bénéficié à l'économie américaine, en particulier dans le secteur de la fabrication militaire, en créant des opportunités d'emploi. Ce soutien continue de diviser l'opinion publique, notamment parmi l'aile conservatrice des États-Unis, qui considère que l'argent des contribuables n'a pas directement profité au peuple américain. En effet, des rapports indiquent que la majeure partie de l'aide militaire fournie à l'Ukraine reste aux États-Unis, sous forme d'emploi dans les entreprises américaines de fabrication d'armement. Le président Biden a d'ailleurs confirmé que les fonds alloués par le Congrès pour soutenir l'Ukraine étaient également utilisés pour reconstituer les stocks et approvisionnements en équipements militaires, renforçant ainsi la protection des États-Unis. À vous, Marc. Merci, Shourouk. Clark Cooper, ce soutien substantiel des contribuables américains à l'Ukraine a incontestablement prolongé le conflit, exacerbant les souffrances des civils et les pertes humaines des deux côtés. Il est désormais évident que les forces russes sont aussi épuisées que les forces ukrainiennes, et la Russie a même dû solliciter l'aide de la Corée du Nord pour soutenir son effort de guerre. Certains analystes avancent l'idée que l'objectif de cette prolongation du conflit pourrait être de concentrer la Russie sur l'Ukraine, l'empêchant ainsi d'étendre son influence ou ses ambitions dans d'autres régions du monde. Quelle est votre évaluation de cette stratégie? Il convient de commencer par souligner que les capacités militaires de l'Ukraine ont été sous-estimées dès le début du conflit. En 2022, de nombreuses prévisions prévoyaient la capitulation rapide du pays, bien avant l'arrivée de toute aide internationale. Toutefois, l'Ukraine est devenue rapidement un véritable laboratoire d'innovation militaire. Des avancées technologiques majeures ont été réalisées sur son sol, tandis que les capacités militaires russes se sont progressivement érodées. Donald Trump se trouve donc face à une occasion de mettre la pression sur la Russie et il semble en être pleinement conscient. L'économie russe, tout comme son industrie de défense, se trouve dans une situation de plus en plus précaire. Il existe donc une opportunité stratégique. Cependant, la question reste, pourquoi cette situation a-t-elle été maintenue pour distraire la Russie ? En réalité, c'est la Russie elle-même qui s'est laissée distraire en déployant ses forces de manière excessive, la contraignant à recourir à des acteurs comme le groupe Wagner pour mener la guerre en son nom. Peter Roth, une dernière question pour vous. De quelle manière l'Amérique pourrait-elle intensifier son soutien à l'Ukraine ? Tout d'abord, lorsque le monde vit dans la paix, la puissance économique des États-Unis prospère. Ensuite, il est essentiel de prendre en compte les coûts
avant d'évoquer les avantages. Et je doute que les dépenses engagées justifient les résultats. Certes, l'Ukraine est désormais plus solide qu'il ne l'était, mais cette transformation était déjà en cours. Et il demeure incertain si cela a été réellement bénéfique ou préjudiciable. En revanche, nous avons eu l'opportunité d'évaluer la Russie sur le terrain et d'observer ses capacités d'intervention. Nous avons aussi testé certains des systèmes d'armement américains les plus récents ainsi que nos capacités de renseignement, ce qui nous a permis de prendre conscience de nombreuses informations jusqu'alors inconnues, ce qui est un avantage. Toutefois, la question reste, cela justifie-t-il de telles dépenses? Merci Peter d'avoir participé à cet épisode depuis Washington. Nous vous invitons à suivre l'émission sur les réseaux sociaux de Médien TV. Un grand merci à nos invités, Clark Cooper, Peter Roth, à notre chroniqueur Chris Lapetina, ainsi qu'à nos correspondantes Jian Mansour et Shourouk Diab. Un salut particulier à l'équipe de production sous la direction du réalisateur et producteur Mohamed Saïd Al-Wafi. Merci à vous pour votre attention et excellent Ramadan à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington.